Chers internautes, bonjour, bonsoir. Tout dépend du lieu où vous vous trouvez en ce moment sur le globe terrestre, bien sûr. Bienvenue sur ce premier numéro de Médiathèque, qui est une émission de médiathèque dédiée aux TIC, les nouvelles technologies de l'information. Bon, ce n'est même plus les nouvelles, mais les technologies de l'information, de la communication. Et dans cette émission, on va parler de tout ce qui est développement mobile, de développement web, développement d'applications. C'est en fait un learning platform entièrement gratuit en français qui va permettre aux développeurs, que ce soit aux jeunes développeurs, que ce soit à des développeurs expérimentés, de pouvoir s'y épanouir en fait, quoi, et de se retrouver en fait. Donc, sur chaque thème que nous aurons à développer, on va le développer en crescendo, quoi. Donc, on va aborder des thèmes qui sont de plus en plus intéressants. Par exemple, on va aborder l'architecture microservices. On va parler également de tout ce qui est développement d'applications en back-end en s'appuyant sur du Spring Boot qui est très utilisé. On va également parler de développement front-end en s'appliquant sur du Angular aussi qui est très utilisé également. On va parler également de développement mobile en s'appuyant sur Flutter, en fait, quoi, qui est également une référence dans le milieu. On va également parler de DevOps en utilisant des outils comme Docker, Kubernetes. On va également utiliser d'autres outils de sécurité qui sont utilisés aujourd'hui dans le cadre de développement comme Keycloak. On va utiliser d'autres outils d'intégration comme son intégration dans Jenkins. Donc, en somme, ce sera au fur et à mesure qu'on avance, on va aborder des thèmes très intéressants, en fait, quoi. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui va porter sur HashiCorp Vault, en fait, quoi. Et le sujet sera présenté par moi-même, Abou Labani. Et sur ce sujet d'aujourd'hui aussi, je suis en partenariat avec Devoteam à travers l'équipe Creative Tech for Better Change. Donc, vous pouvez également retrouver ce lien à travers les différentes plateformes de Devoteam, en fait, quoi. Donc, aujourd'hui, on va parler de HashiCorp Vault et de son intégration pour ne pas avoir une vidéo qui va durer très, très longtemps, en fait, quoi. Donc, on va scinder en plusieurs parties sur l'installation du serveur HashiCorp Vault. Une fois qu'on va installer le serveur HashiCorp Vault, on va également faire en sorte d'y mettre des credentials ou bien des données sensibles, en fait, quoi. Une fois qu'on va stocker des données sensibles également, on va aller créer une application Spring Boot. Cette application Spring Boot-là va devoir aller lire les credentials, les informations sensibles qu'on avait stockées dans la DB, hein. Pas dans la DB, mais dans notre coffre-fort qui est le serveur d'HashiCorp Vault, en fait, quoi. Donc, sans plus tarder, trêve de bavardage, on va commencer dans le vif du sujet. On va parler de Vault. Qu'est-ce que c'est que Vault? Comment on pourra s'en servir? Et quel est l'avantage en elle-même, en fait, quoi. Donc, pour une petite introduction sur Vault, en fait, quoi. Donc, de façon littéraire, on peut dire, en fait, quoi, Vault, c'est comme votre coffre-fort que vous utilisez à la maison, en fait, quoi, que vous mettez des données sensibles, que vous mettez vos bijoux dessus pour éviter de les mettre en clair, en fait, quoi. Donc, en informatique également, aujourd'hui, on voit, par exemple, qu'il y a le cloud qui est très utilisé et c'est un domaine qui est plus ouvert. Et donc, tout ce qui est données sensibles doit être stocké de quelque part pour renforcer la sécurité, en fait, quoi. Donc, pour éviter de stocker des informations de configuration, d'applications sensibles en clair, dont des fichiers de configuration qui peuvent être comme par exemple du guide ou bien des fichiers de configuration, il est préférable d'utiliser un outil de gestion de secrets. Et HashiCorp Vault est un outil de gestion de secrets, en fait, quoi. Donc, ça te permet de gérer tes secrets, en fait, quoi. En ce sens qu'il permet de sécuriser, de stocker et contrôler étroitement l'accès aux informations sensibles que tu as mis dedans. Les informations sensibles, ça peut être quoi? Ça peut être du token, ça peut être des passwords, ça peut être des certificats, des API keys. En somme, tout ce qui est données sensibles, en fait, quoi, tu peux le stocker dans Vault et après le récupérer avec ton application, en fait, quoi, une fois que tu en as besoin, en fait, quoi. Donc, pour pouvoir récupérer les secrets dans Vault et les exploiter, les applications doivent être configurées en fonction de leur mode de déploiement également, quoi. Aujourd'hui, on va par exemple utiliser une application Spring Boot qui va s'authentifier dans Vault à travers un token de connexion. Ultérieurement, dans les prochains chapitres, on va parler d'authentification à travers un certificat et tout. Donc, il y a différentes façons que les applications pourront y accéder sur votre serveur Vault, en fait, quoi. Et de façon assez ramassée, ce schéma nous illustre parfaitement comment Vault peut être intégré, en fait, quoi, à travers différentes plateformes, en fait, quoi. Et là, par exemple, on voit qu'un client, en fait, quoi, pour pouvoir récupérer
les informations qu'il a mis dans Vault. Il a besoin d'une méthode d'authentification qui peut être du token, comme ce qu'on utilise là aujourd'hui, mais également ça peut être après un certificat, ainsi de suite. Et là, à travers des policies qu'on a pour avoir les autorisations qu'on a configurées dans notre serveur, il va aller lire maintenant le secret qu'on a stocké dans Vault. Et ces secrets-là pourront être maintenant récupérés avec le client, en fait, quoi. Et donc, dans Vault, il y a plusieurs intégrations possibles à travers du LDAP, à travers du Azure, à travers des databases, ainsi de suite, en fait, quoi. Donc, on va y revenir cas par cas. On ne va pas parler de toutes les intégrations, mais on va prendre plusieurs intégrations possibles, en fait, quoi. Par exemple, on va essayer de lire des données génériques qu'on va utiliser avec un token. On va également passer par la récupération des crédentiels dynamiques sur une DB Postgre qu'on va configurer avec un certificat key qu'on va utiliser, un PKI. Et dans ce sens, on aura besoin d'un trust store et tout. Ça aussi sera dans les chapitres à venir, en fait, quoi. Mais dans ce premier chapitre, on va vraiment parler de l'installation de Vault. Par exemple, on veut qu'à chaque fois qu'on aborde un thème, qu'on commence à zéro, qu'on monte en crescendo, en fait, quoi. Donc, pour ce premier chapitre, on va vraiment parler de l'installation de Vault. Une fois qu'on l'installe, une fois qu'on le lance, on met des données génériques. Et ces données génériques-là, on crée une application Spring Boot qui va aller les récupérer et les lire, en fait, quoi. Par exemple, ici, on va passer à l'installation du serveur Vault, en fait, quoi. Donc, si on revient sur l'installation du serveur Vault, pour l'installer, c'est assez simple. Il va falloir aller dans le site web de Vault et récupérer le fichier, le décompresser et tout est bon, en fait, quoi. On va, par exemple, copier cette URL-là, en fait, quoi. Ouais. Et là, je vais le lancer à travers, par exemple, ici, à travers mon navigateur, voilà. Donc, là aussi, pour télécharger Vault, en fait, on se rend compte que Vault, il tourne sur plusieurs systèmes d'exploitation. Ça peut être du Mac pour ceux qui utilisent du Mac. Pour ceux qui utilisent du Mac, il y a voilà, la procédure, en fait, quoi, du Mac OS. Pour ceux qui utilisent de Linux, voici la procédure. Là, nous, on va utiliser du Windows, en fait, quoi. Et comme on est sur du 64 bits, donc il suffit de cliquer ici. Et là, il te demande de télécharger le fichier. Bon, on l'a déjà téléchargé. Donc, on va directement aller sur la partie où on l'a téléchargé. Donc, une fois que tu le télécharges, c'est un fichier zip, quoi. Il faudra décompresser le fichier zip. Et dès qu'on décompresse le fichier zip, on peut avoir l'archive ici. Si on vient ici, on voit que donc on a déjà Vault qui est là, en fait, quoi. Et donc, à ce niveau-là, il va falloir maintenant le lancer à travers une ligne de commande, en fait, pour pouvoir lancer Vault. Voilà, donc, on peut lancer maintenant Vault à travers notre ligne de commande qu'on vient d'ouvrir. Et là, on est sur l'endroit où on a téléchargé notre Vault, en fait, donc avec, on va grandir, en fait, là, hein. On a besoin de Vault, serveur, -dev, en fait, quoi. Et là, voilà, le travail est fait, notre Vault est lancé, en fait, quoi. Donc, si on descend un peu plus en bas, ici, on voit en fait, quoi, que Vault, il est lancé sur le localhost 82.0.0, en fait, quoi. Il est lancé sur ce port-là, en fait, quoi. Ça, c'est une information capitale parce que c'est avec cette URL-là qu'on pourra maintenant lancer Vault en interface graphique, en fait, quoi. Par exemple, ici aussi, il y a cette information-là qui est intéressante, c'est le root token, en fait, que ce token-là nous permet de se connecter à notre application
Vault, en fait, quoi, notre serveur Vault, bien sûr. Donc, si on revient, par exemple, sur notre slide, on a déjà téléchargé notre Vault, on a décompressé le fichier. Et là, par exemple, il nous parlait tout à l'heure, quand vous voyez, j'ai lancé Vault depuis l'endroit où on a dézippé notre archive, en fait, quoi. Par exemple, si vous voulez lancer, par exemple, Vault n'importe où depuis votre machine, là, il va falloir ajouter Vault dans les variables d'environnement. Et à travers cette commande, en fait, quoi, vous pouvez le faire. 7x, paf. Le path, c'est le chemin, en fait, quoi. Et vous donnez le chemin vers Vault, en fait, quoi. Une fois que vous aurez ça, vous aurez Success Value Saved, donc la valeur est déjà sauvegardée. Et en ce moment, donc, pour lancer Vault, tout à l'heure, vous faites la même commande, en fait, quoi. Seulement dans cette commande-là, il n'y a pas besoin. Vous mettez juste Vault depuis n'importe où, en fait, quoi. Par exemple, ici, je suis dans un répertoire d'émetteurs et je mets Vault, serveur -dev, il me lance mon serveur Vault, en fait, quoi. Donc, si on revient, par exemple, sur notre Vault serveur qu'on avait lancé, on va aller maintenant consulter cette URL, en fait, quoi, pour voir, en fait, quoi, en quelque sorte, quoi, qu'est-ce qui est composé, en fait, quoi. Est-ce qu'on pourra maintenant lancer notre application Vault, hein, ici, c'est du localhost 82.82.00. Ça tourne. Voilà. Donc, notre serveur Vault, il est lancé, quoi. Là, par exemple, on a plusieurs méthodes d'authentification, par exemple, du token, du username, password, du LDAP, ainsi de suite. Souvent, en plus, les gens utilisent du LDAP, en fait, quoi. Donc, ici, on va utiliser du token, vu qu'on est en mode développement. Et quand on revient sur notre lancement de Vault, là, ce token-là, il est le root token qu'on va utiliser pour se connecter, en fait, quoi. Donc, notre root token, on va le mettre ici. Et là, voilà, on arrive à se connecter à Vault, en fait, quoi, sans aucune ambiguïté. Et là, par exemple, on voit qu'il y a plusieurs secrets engines qu'on peut avoir. Le secret par défaut, c'est celui-là qui value, en fait, quoi. On peut avoir des clés valeurs. Par contre, ici aussi, il y a plusieurs autres engines qui sont là qu'on pourra moteur de secret qu'on pourra activer, par exemple, le key value, c'est la même chose que l'autre là. Le certificat key, par exemple, la prochaine fois, on aura besoin d'activer celui-là pour pouvoir utiliser le certificat, ainsi de suite. On a également besoin d'activer le database, en fait, quoi, pour pouvoir maintenant utiliser des credentials dynamiques. Qui parle de credentials dynamiques, c'est des credentials qui changent, par exemple, on donne une durée de vie, par exemple, chaque 30 minutes, ça va changer, en fait, quoi. Ça, c'est important pour garder la sécurité au niveau des DB, en fait, quoi. Il y a également les méthodes d'authentification cloud, en fait, des engine cloud, en fait, quoi, qu'on pourra activer, en fait, quoi. Donc, ici, par exemple, on va utiliser notre secret par défaut. Et donc, si on va dedans, on voit, par exemple, que c'est assez simple à créer un secret. En plus, ici, on va créer un secret. Par exemple, une fois qu'on crée le secret, les informations dont on a besoin de donner, par exemple, ici, sur le path pour ce secret, c'est en quelque sorte le nom du secret. Ici, on va mettre, par exemple, Vault connexion, par exemple. Ouais. Ici, par exemple, on va mettre comme secret, bon, on va mettre login. On va mettre le login. Là, c'est le premier secret qu'on a ajouté. On peut ajouter un autre secret. Ici, par exemple, dans Add. On permet, par exemple, bon, on va mettre password. Password. Et par exemple, là, j'ai utilisé l'interface graphique pour ajouter les secrets, mais également, on peut utiliser la ligne de commande, en fait, quoi, pour ajouter ces secrets-là. Là, on le verra plus tard, en fait, quoi, dans un autre chapitre, en fait, quoi. Et, par exemple, je vais faire un save. Là, donc, je viens d'ajouter mes deux secrets, en fait, quoi, mon login et mon password. Ça, c'est des informations sensibles que j'aurai besoin maintenant. Une fois que l'application en a besoin, il va maintenant solliciter le serveur Vault pour dire que maintenant, les données sensibles que j'ai mis dedans à travers Vault Connection, j'en ai besoin, en fait, quoi. Et il lui restitue ces données-là, en fait, quoi. On va voir comment le faire. Ici, si on vient dans le design là, en fait, quoi, on verra, en fait, quoi, la composition, par exemple, du secret, en quelque sorte, quoi. Bon, c'est un peu bizarre, il y a eu un S là-dedans, mais bon, ça ne change pas. OK, donc, si on revient ici,
On va, par exemple, on peut copier, on peut faire un delete, on peut copier les clearances de suite, il y a les metadata qui sont là, ainsi de suite. Tout ça, on va y revenir plus hein, pour ajouter les policies tout à l'heure, pour dire en fait quoi, bah là, on va rester par défaut, mais on peut ajouter des policies dans d'autres cas, on va y revenir en fait, plus tard, quoi. Et par exemple, ici, ce sont les différents accès, en fait, quoi, ici, on y accède via token. Par exemple, ici également, vous voyez, par exemple, ça, c'est l'outil CLI de token pour pouvoir taper des commandes de Volt, pardon, pour pouvoir taper des commandes Volt, en fait, quoi. Donc, en grosso modo, si on fait une petite récapitulation de ce qu'on vient de faire, en fait, quoi, si on revient sur notre slide, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, on a installé notre serveur Volt. Une fois qu'on a installé notre serveur Volt, donc, du coup, on a lancé notre serveur Volt, on a ajouté maintenant des données. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant? C'est lancer maintenant, c'est créer maintenant une application Spring Boot qui va aller lire les données qu'on vient d'ajouter dans notre serveur Volt, en fait, quoi. Et pareillement également, pour ce faire, donc, on voit par exemple ici dans ce schéma en fait, quoi, illustratif, on a par exemple des microservices en fait, quoi. Donc, c'est un microservice pour représenter une application Spring Boot en fait, quoi, en quelque sorte. C'est une petite application qui a juste besoin du nécessaire pour fonctionner en fait, quoi. Et donc, chaque microservice, qu'est-ce qu'il a besoin pour se connecter au serveur Vault? Il a besoin d'une seule dépendance, et cette dépendance-là, c'est Spring Cloud Config Vault, en fait, quoi. Donc, il n'y a que le Spring Vault qu'il a besoin pour se connecter maintenant à Vault et faire maintenant le data binding pour pouvoir récupérer les credentials qu'on a stockés ici dans notre serveur de HashiCorp Vault, quoi. Donc, vous voyez donc, aujourd'hui, même la personne qui récupère notre application, en fait, quoi, il ne pourra pas voir, par exemple, les données qu'on a. Parce que, supposons, par exemple, que dans notre application, on avait stocké nos passwords, en fait, quoi, dans nos fichiers de configuration. Donc, la personne qui récupère notre application, automatiquement, il verra, en fait, quoi, les credentials, par exemple, de la DB dans les fichiers de configuration. Par contre, si tu le mets dans Vault, en fait, quoi, la personne, il ne verra rien, en fait, quoi. Et donc, c'est plus une sécurité des données sensibles, en fait, quoi. Là, on va maintenant aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant créer une application Spring Boot. Et cette application Spring Boot-là, on va y ajouter la dépendance nécessaire et on va maintenant ajouter notre code pour pouvoir se connecter au serveur Vault et aller récupérer nos credentials, en fait, quoi. Donc, si on revient, par exemple, voilà, on va, par exemple, bon, il y avait une petite application que, par exemple, bon, pour créer une application Spring Boot, il y a différentes manières de faire. Hein. Vous pouvez utiliser le Spring Initializer, c'est pas le seul, en fait, quoi. Vous pouvez aussi également utiliser votre éditeur comme IntelliJ. Moi, souvent, j'utilise directement IntelliJ, en fait, que ça passe pas par là. Mais il y a plein de personnes qui passent par là. C'est pour là que je voulais juste montrer cette petite, par exemple, ici, vous pouvez mettre un com point, par exemple. Ça, c'est juste votre paquet principal, en fait, quoi. Mediactu.tech, par exemple, et mettre l'artefact, ainsi de suite, quoi. Ça, c'est le nom de votre application et tout. Donc, l'application Spring Boot. La seule dépendance que je disais que vous avez besoin, c'est vraiment Vault, en fait, quoi. Spring Cloud Vault, en fait, quoi. C'est celle-là, en fait, quoi. C'est cette dépendance Spring Cloud Vault, en fait, quoi. Et après, vous faites un generate pour générer votre application que vous pouvez ouvrir maintenant dans votre éditeur IntelliJ, en fait, quoi. Donc là, on va revenir sur notre éditeur IntelliJ. Et sur notre éditeur IntelliJ, par exemple, on avait déjà créé l'application. Donc là, on voit par exemple, on a notre application Spring Boot qui a l'application principale, l'entrée, notre fichier application.properties, mais également notre fichier .xml, en fait, quoi. Et dans notre .xml, la seule dépendance vraiment qui est capitale, c'est cette dépendance-là, en fait, quoi. C'est cette dépendance de Spring Cloud Vault, en fait, quoi. Donc, c'est Spring Cloud Vault qui nous permettra de faire maintenant la connexion entre notre application Spring Boot et notre serveur Vault, en fait, quoi. Donc là, une fois qu'on est à ce niveau-là, la première chose qu'on va créer, on va aller dans les ressources. On va créer un fichier Bootstrap. Par exemple, si on revient dans notre slide, on l'a expliqué ici également dans le slide, en fait, quoi. Par exemple, la première chose qui est capitale également ici, c'est créer un fichier bootstrap.properties, en fait, quoi. Et ce fichier, pourquoi bootstrap.properties? Parce que le fichier bootstrap sera le premier fichier qui est chargé, en fait, quoi, au moment du run de votre application. Et on va devoir mettre ces informations-là, le Spring Application Name et le nom de l'application,
serveur port. Bon, ça par contre, c'est pas dans les configs de Volt, en fait, quoi. Ça, c'est juste pour changer le port de votre serveur, en fait, quoi. Par défaut, votre port va tourner sur 80-80. Si vous voulez changer le port, vous pouvez dire, bon, 80-82, ainsi de suite, quoi. Bon, ça, c'est le Spring Cloud Volt URI, en fait, quoi. Ça, c'est l'URL du serveur Volt, en fait, quoi. Tout à l'heure, par exemple, on a vu que l'URL de notre serveur Volt, c'est sur http://localhost 82.0.0. Donc, ce sera l'URL, en fait, quoi. Et aussi le token, en fait, quoi. Donc, le Spring Cloud Vault token, c'est le token qui nous a permis de nous connecter via l'interface graphique. Donc, l'application aussi a besoin de ces informations-là dans votre fichier de configuration, quoi. Donc, on va aller créer ce fichier dans les ressources. Ici, bon, new file. On va faire un bootstrap.yaml. Bon, bootstrap.yaml, bootstrap.properties, c'est la même chose en fait, quoi. Donc, c'est juste deux fichiers de configuration. On peut créer du YAML, on peut créer du properties et ça va tourner de la même façon en fait, quoi. On avait besoin de quoi? Seulement, bon, d'habitude, maintenant, je préfère travailler avec du YAML qui est beaucoup plus sexy en quelque sorte en termes de présentation. Donc, bon, d'autres vont préférer du properties. Donc, bon, que vous mettez .properties, que vous mettez .yaml, c'est la même chose en fait, quoi. Ça revient au même. Donc là, je vais faire un bootstrap.yaml. Ici, j'ai besoin du serveur port. Là, je vous disais par exemple que ça, là, franchement, c'est même hors config. Par exemple, ici, on va mettre 82 pour dire que donc, notre application va tourner sur le port 82. Si on ne mettait rien, il va tourner sur 80 en fait. Si le port 80 n'est pas utilisé, bien sûr. Donc là, maintenant, on va passer sur les configs qui concernent réellement Volt, en fait, quoi. Et donc, on a besoin de quoi? De Spring. Application. On a dit de Spring Application Name, en fait, quoi. Donc, si c'était du YAML, si c'était du point property, on allait mettre Spring.application.name, en fait, quoi. Comme exactement sur le slide, en fait, quoi. Spring.application.name, en fait, quoi. Le YAML, par exemple, il a une autre configuration. Ici, on a Spring Application Name. Ici, le nom de l'application, c'est Volt Config. C'est Volt Connection des moins. Donc là, on a déjà créé le Spring Application Name, en fait, quoi. Donc, c'est par niveau, en fait, quoi. Donc, on a créé ce niveau-là. Donc, il nous reste maintenant un autre niveau. Donc, Spring, c'est le niveau Cloud maintenant. Donc, après le niveau Cloud, on a le niveau Volt. Dans le niveau Volt, on a le niveau, par exemple, URI. Dans l'URI, on a HTTP. C'est l'URL vers notre serveur Volt. Comme on est en localhost, et le port qui est utilisé, c'est 82.0.0. Donc, ouais, http://localhost 82.0.0. OK. Maintenant, le deuxième niveau dans Volt, c'est token. Et le token, c'est ce token de connexion, en fait, quoi. Qu'on avait ici, en fait, quoi. On va le copier également. Voilà. Donc, là, notre application Spring Boot, il s'est configuré, en fait, quoi. On a mis le bootstrap.yaml. On peut maintenant faire un clean install pour voir est-ce qu'il prend en compte tout ça. Est-ce qu'il arrive à se connecter au serveur Volt? Donc, si on fait un clean install, je vais agrandir ici. Voilà, donc notre build est success. Donc, ça suppose qu'il arrive à se connecter à Volt, en fait, qu'il commence à prendre les configs de Volt, en fait, quoi. Donc, si on revient à ce niveau, maintenant, on a créé notre application et notre bootstrap.yaml pour configurer Volt. On va maintenant ajouter on va ajouter maintenant, comment ça s'appelle encore, la configuration de Volt, en fait, pour pouvoir faire le binding
entre les credentials qui sont sauvegardés dans notre serveur Vault et notre application, en fait, quoi. Donc là, je vais créer encore un autre package, configuration. On va faire la configuration de Vault, en fait, quoi. On va créer un package configuration. OK. Et dans notre package de configuration, par exemple, je vais créer une classe de configuration. Cette classe de configuration-là, je vais l'appeler, par exemple, bon, mettons Vault configuration. Bon, le nom, de toute façon, c'est juste un nom de classe, en fait, quoi. Donc, Vault configuration, OK. Par contre, dans Vault configuration, on a besoin de dire que notre classe, c'est une classe de configuration, donc il va falloir ajouter le arrobase configuration, en fait, quoi. Voilà, qui est dans Spring Framework Annotation, en fait, quoi. OK. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire le binding? On a besoin de faire le binding des données qu'on avait mis dans notre serveur Vault, en fait, quoi. Donc, si on revient dans notre serveur Vault, on revient dans notre serveur Vault ici, dans nos secrets, par exemple, on avait mis un login et un password, en fait, quoi. On a besoin de faire donc le binding avec ça, quoi. Donc, l'injection de dépendance. Ici, on va créer un c'est un privé string. On va créer un privé, ouais, c'est des strings. Private string login. On va également faire un autre private string password. Donc, on a créé notre login et notre password, en fait, quoi. Par contre, une fois qu'on crée notre login et notre password, et on a également besoin d'ajouter une annotation qui est capitale, en fait, pour pouvoir faire le binding. C'est l'arrobase value, en fait, quoi. Ça, c'est l'injection de dépendance. On va faire un arrobase value de dollar. Par contre, là, il faut mettre le même nom que ce qui est, par exemple, ici, on pouvait mettre string, login app, et ainsi de suite. Mais par contre, ici, il faut mettre le bon nom qu'on a mis dans notre serveur, en fait, quoi. Ici, on a mis ça. Ici, on aura également un private value. De password. Voilà. On a mis ça, donc il va falloir maintenant, pour que l'application puisse faire un get de ces informations-là, de ce login et ce password, parce qu'on est en privé, pour pouvoir le lire après, il va falloir ajouter les getters et les setters. Donc, pour les getters et les setters, un clic droit sur l'application, par exemple, et un clic droit sur l'application. On revient ici, normalement, il y a Generate, voilà. Dans Generate, on va faire getters et setters, ainsi de suite. Mais bon, on ne va même pas faire comme ça parce que, en fait, si tu fais getters et setters de cette façon-là dans IntelliJ, supposons, par exemple, on fait ça. Là, on a mis les getters, en fait, quoi. Un getters et setters de logins, en fait, quoi. Vous voyez, il va ajouter juste du code dans l'application, quoi. Alors, ce code-là, on peut le même faire via des annotations Lombok, en fait, quoi. Là, on va utiliser du Lombok pour faire ça. Par exemple, ici, on a besoin de les annotations Lombok, par exemple, pour pouvoir le faire. On a besoin de configurer Lombok. Je pense que je l'avais déjà fait dans IntelliJ, par exemple. On vient dans Files, Settings, il est où? OK, le Settings s'ouvre et dans Plugin, vous vous situez dans Plugin, vous pouvez chercher Lombok. Si ce n'est pas installé, vous l'installez, par exemple. Ici, Lombok. Voilà. À mon niveau, je l'avais déjà installé, donc tout est bon. Par exemple, sur Lombok, on voit, par exemple, il y a ce sont ces annotations qu'on a besoin. Par exemple, getters pour avoir le getters, setters pour avoir le setters. Ça, par contre, on le met dans les paramètres, en fait, quoi. Par exemple, on pouvait mettre directement data. Data, il va automatiquement générer les getters, les setters, les constructeurs sans paramètres, ainsi de suite, quoi. Donc, là, c'est bon. Mais par contre, il va falloir ajouter Lombok dans notre Maven. Dans notre Maven, en fait, quoi. Et là, si on revient sur... si on revient, par exemple, sur notre... on va aller chercher par exemple, Lombok Maven Repository.
Là, on a les dépendances de Lombok, en fait. On a juste besoin de prendre celui-là. Et donc, quand on revient sur notre application, sur notre fichier.properties, je vais le mettre juste après volt config. Bon, on peut le mettre n'importe où dans les dépendances, c'est que ça soit dans les dependencies, en fait, quoi. Voilà, donc là, j'ai copié mon fichier, je fais un import change, il va m'importer celui-là. Donc, quand il est fini, normalement, on pourra maintenant utiliser, on pourra maintenant utiliser notre volt. On va l'utiliser ici. Par exemple, tout à l'heure, je parlais d'arrobase data, on va voir, est-ce que maintenant la notation existe. Si je fais un arrobase, voilà, arrobase data de Lombok. Par contre, bon, on ne va pas utiliser arrobase data parce que sinon, il va nous importer des choses dont on n'a pas besoin. On va juste pas le mettre sur la classe, on va le mettre sur les paramètres, en fait, quoi. Ici, par exemple, on aura besoin d'arrobase getters. Bon, si vous voulez, on peut ajouter arrobase setters. Bon, c'est pas nécessaire. Donc, on va juste faire un get. Donc, à ce niveau aussi, on va faire un arrobase getters et arrobase setters. Donc, vous voyez en fait quoi. Donc, notre classe n'a pas besoin de beaucoup de code. Et là, maintenant, tout est bon en fait. On a nos getters, on a nos setters sans pour autant ajouter encore sans pour autant générer ces valeurs-là. Donc, on n'a même pas besoin en fait. Quoi. On peut le faire directement via par exemple ces annotations quoi. Là, on est bon à ce niveau. Donc, on a déjà créé, on a déjà installé notre serveur. Pour récapituler, on a déjà installé notre serveur Volt. Une fois qu'on a installé notre serveur Volt, on peut revenir sur le slide, en fait, quoi. On a installé notre serveur Volt, on a mis les données dedans, on a créé notre application Spring Boot, on a créé notre fichier bootstrap.properties, on a créé notre fichier de configuration qui est là. Donc, maintenant, on a besoin maintenant d'aller lire ces informations-là. On a tout fait. Voyons maintenant voir est-ce que ça marche, en fait, quoi. Est-ce que maintenant, on arrive à faire l'injection de dépendance du login et des passwords qu'on a stockés dans notre serveur Vault, en fait, quoi. Donc là, on va aller dans notre entrée de Spring. Bon. Là, par exemple, on a notre application, on a notre méthode main, en fait, quoi. Dans notre méthode main, on va récupérer le contexte. Application context. Ah, c'est celui-là, je crois. Texte. Là, ça nous permet de récupérer. Voilà. Donc, on a configuré l'application context, on a récupéré notre contexte. Donc, une fois qu'on a récupéré notre contexte, ce contexte-là nous permettra. Ce contexte-là nous permettra maintenant de récupérer notre bin, en fait, qu'on a eu à mettre, en fait, quoi. Donc, notre Vault configuration, ouais, c'était comme ça, c'est la classe qu'on vient de créer, en fait, quoi. Vault configurations, on aura un contexte pour récupérer notre bin, faire un get bin de Vault. Classe. Bon. Là, on va créer un logger qui nous permettra de lire nos variables privées statique. Logger, par contre, c'est de cette classe-là. Logger, on a logger factory. On get logger. Classe. Voilà. Donc, on va utiliser maintenant notre logger pour aller lire maintenant nos credentials. Non, c'est l'objet logger.info. Là, c'est pour l'affichage, en fait. Quoi. On va mettre login
in Vault. On va utiliser maintenant notre classe de config pour pouvoir Vault Configurations. Vous voyez en fait quoi. Là, c'est le get de Lombok en fait quoi. Vous voyez déjà, vous voyez avec, comment ça s'appelle encore, le logo de Lombok dessus en fait quoi. Là, c'est la même chose en fait quoi. On va juste changer. On va mettre password. Get password en fait quoi. Continue de mettre des erreurs. Qu'est-ce que... Okay. C'est juste le point d'interrogation. Donc là, on va faire un run de notre application pour voir est-ce que tout est OK en fait quoi. Donc, là, si on exécute notre application, voilà. Je ne vais pas encore lancer. On vient de lancer notre application Spring Boot. On va voir si tout est OK. Normalement, il doit pouvoir aller lire les données. Voilà. Là, on arrive à récupérer nos informations qu'on avait stockées là-bas. Vault in login syllabus et Vault in password syllabus espace 1, 2, 3 en fait quoi. Donc là, on arrive à mettre nos informations là sensibles dans Vault et aller les récupérer à travers une application Spring Boot en fait quoi. Donc en grosso modo, on arrive maintenant sur la fin de la première partie de Vault en fait quoi. Donc je vous conseille franchement vivement d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube de Mediactu. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça nous permettra maintenant, avec vos retours, de pouvoir lancer maintenant la deuxième partie maintenant de Vault et aller en profondeur également dans Vault, également sur les configurations Vault, mais également aller lire Vault avec des données, avec des crédentiels dynamiques qui vont changer en fait quoi, le configurer avec une DB, mais également utiliser un certificat pour se connecter à Vault, ainsi de suite quoi. Donc, je vous conseille vivement pour nous soutenir d'aller s'abonner sur la page, sur la chaîne YouTube de Mediactu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de toutes les formations qui vont venir. Ce n'est pas seulement Vault, on va également parler de l'architecture microservice, comme on l'a dit en introduction, on va parler de développement mobile avec Flutter, on va parler également de développement web, développement d'applications web avec comme front-end Angular, comme back-end du Spring Boot. On va parler de Jenkins, on va parler de Gmeter, on va parler de Docker, on va parler de Kubernetes, on va parler de pas mal de technologies, on va parler de Keycloak également, qui sera très intéressante également. Donc, sans plus tarder, on va arrêter cette session-là pour ne pas tirer beaucoup en profondeur, en longueur. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chapitres, en fait, quoi.